Rien n'égale le lien qui unit une femme au chien qui a été son fidèle compagnon à travers les saisons les plus rudes de la vie. Pour Valérie Dubois, une femme de 40 ans vivant seule au cœur du Massif central, sa chienne berger allemand, Luna, était bien plus qu'un simple animal de compagnie. Elle était sa famille, sa protectrice et son amie de confiance au cours de 3 années d'une solitude choisie mais parfois pesante. La brume matinale s'accrochait au sapin comme de vieux souvenirs, refusant de laisser partir la nuit. Valérie se tenait à la fenêtre de sa cuisine, berçant une tasse de café noir dont la vapeur se heurtait au froid d'octobre. À 40 ans, elle avait les mains burinées de quelqu'un qui avait passé des décennies à arracher la vie à un sol montagnard têtu et le regard stable d'une femme qui avait appris à trouver la paix dans l'isolement. Sa maison de campagne, une bâtisse de pierre solide au volet bleu, était nichée dans un bosquet de trembles à 1200 mètres d'altitude, accessible uniquement par un chemin de terre sinueux que la plupart des gens abandonnaient après la première tempête hivernale. Elle préférait qu'il en soit ainsi. Cet isolement, qui aurait pu en pousser d'autres à la folie, était devenu son sanctuaire, surtout depuis les 3 ans qui avaient suivi le décès de Jean. Luna, sa berger allemand de 5 ans, traversa le plancher en bois avec la démarche précautionneuse d'une fin de gestation. Le ventre de la chienne pendait, bas et lourd, sa respiration légèrement laborieuse alors qu'elle s'installait sur le tapis tressé près de la cheminée en pierre. Valérie attendait la naissance d'un jour à l'autre, bien que quelque chose dans l'état de Luna la troublât depuis des semaines. Doucement, ma vieille, murmura Valérie, posant son café pour gratter derrière les oreilles de Luna. Les yeux de la chienne avaient une intensité inhabituelle ces derniers temps, presque comme si elle écoutait des sons que Valérie ne pouvait pas entendre. La maison de campagne elle-même était un témoignage du travail artisanal de Jean et du sens pratique de Valérie. Des poutres taillées à la main soutenaient un toit en lauze qui avait résisté à 40 hivers du Massif central, tandis que les murs de granit épais contenaient des décennies de sagesse accumulée, des étagères remplies de guides de la faune et de la flore, ses séchoirs à herbes, et la collection d'outils de Jean que Valérie utilisait encore quotidiennement. Dans un coin se trouvait le carnet en cuir de sa grand-mère, ses pages remplies d'observations minutieuses sur la météo de la montagne, les cycles des plantes et, occasionnellement, d'étranges annotations sur des créatures de l'ombre et de vieux avertissements que Valérie avait toujours attribués à la superstition paysanne. Jean Leclerc avait été garde forestier pendant 32 ans avant que la retraite ne les amène en permanence à la montagne. Il avait choisi cet endroit non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son corridor biologique, un passage naturel que les cerfs, les chevreuils et le lynx boréal occasionnel utilisaient pour se déplacer entre les aires d'alimentation saisonnière. Les animaux savent des choses que nous avons oubliées, disait-il souvent en regardant les cerfs brouter dans le pré en contrebas de leur maison. Et ils se souviennent des anciennes coutumes. Leur mariage s'était construit autant sur les silences partagés que sur les conversations, des matins confortables où les seuls sons étaient ceux du café qui filtrait et des pages qui se tournaient. Jean lisait des guides de terrain et des bulletins météo, Valérie préférait les journaux intimes et les lettres de sa sœur à Toulouse. Ils avaient prévu de voyager une fois qu'ils seraient complètement à la retraite, peut-être visiter la Bretagne, ou faire ce voyage en Corse dont ils avaient toujours parlé. Le cancer avait eu d'autres plans. Maintenant, 3 ans plus tard, Valérie s'était installée dans des rythmes qui honoraient à la fois la solitude et le souvenir. Elle se levait avec le soleil, s'occupait de son petit potager pendant la saison de croissance, fendait du bois pour l'hiver et entretenait la maison avec la même attention que Jean avait montrée. Luna avait été son dernier cadeau, un chiot d'un collègue garde forestier dont la chienne avait eu une portée inattendue. « Elle te tiendra compagnie », avait-il dit depuis son lit d'hôpital, déjà amaigri. Les bergers sont loyaux comme ça. Luna s'était en effet révélée fidèle, bien que son comportement soit devenu étrange récemment. Depuis un mois, elle avait pris l'habitude de fixer la forêt pendant de longs moments, les oreilles dressées, comme si elle suivait quelque chose que Valérie ne pouvait détecter. Plusieurs fois, Valérie avait suivi le regard de Luna et n'avait rien vu d'autre que la danse familière de la lumière et de l'ombre entre les arbres. Pourtant, Luna restait alerte, parfois en gémissant doucement, parfois en devenant immobile avec l'attention concentrée d'un chasseur. La gestation elle-même avait été un mystère. Valérie gardait Luna près de la maison et n'avait vu aucun chien mâle dans la région depuis des mois. Le voisin le plus proche, Pierre Martin, vivait à 3 kilomètres plus bas dans la montagne avec son vieux Bigle, guère candidat pour être le père de la portée de Luna. Il y avait des rumeurs d'une meute de chiens sauvages quelque part dans la forêt domaniale, mais les gardes forestiers auraient rapidement réglé ce problème. Peut-être un loup ? Valérie y avait songé, bien que l'idée la troublât. Les hybrides chien-loup étaient possibles, mais rares, et généralement le résultat de circonstances désespérées plutôt que d'une attraction naturelle.
Luna était bien nourrie et en bonne santé, sans raison de s'éloigner de la maison pour chercher de la compagnie. Le vétérinaire de Saint-Rémy-de-Provence, le docteur Lefebvre, avait examiné Luna 6 semaines auparavant et avait déclaré que tout était normal. Des battements de cœur puissants, avait-il dit en passant la sonde à ultrasons sur le ventre de Luna. Je compte au moins 12, peut-être 15 chiots. C'est une grosse portée, mais les bergers peuvent s'en sortir. Assurez-vous simplement qu'elle est un endroit calme pour mettre bas et beaucoup d'eau fraîche. Valérie s'était préparée en conséquence, installant la vieille caisse en bois de mise-bas dans l'arrière-salle de la maison de campagne. La caisse avait appartenu à la grand-mère de Jean, utilisée pendant des décennies pour aider les chiennes de ferme à mettre au monde de nouvelles vies. Ces planches de pin usées avaient été témoins d'innombrables naissances, et Valérie l'avait garnie de couvertures propres et l'avait placée à l'écart du salon principal où Luna pourrait avoir de l'intimité. Mais à l'approche du terme de Luna, Valérie se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le comportement de la chienne continuait de l'intriguer, de longues périodes à fixer la forêt, des préférences alimentaires inhabituelles, et une expression presque humaine dans ses yeux qui semblaient détenir des secrets. Plusieurs fois, Valérie avait surpris Luna assise parfaitement immobile au clair de lune, sa silhouette se découpant contre la fenêtre comme une statue taillée dans l'ombre. Le matin de la naissance avait commencé comme n'importe quel autre, avec un café et une contemplation silencieuse du paysage montagneux. Mais alors que Valérie regardait Luna arpenter nerveusement la maison, s'arrêtant de temps en temps pour fixer la lisière des arbres, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important était sur le point de changer. Pas seulement l'arrivée de chiots, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait comprendre de sa simple vie de montagne. Dehors, le vent d'octobre agitait les feuilles des trembles en conversation chuchotée. Et quelque part au loin, un son résonna à travers la forêt qui n'était pas tout à fait un hurlement et pas tout à fait un cri. Luna leva la tête à ce son, les oreilles en avant et son expression soudainement alerte de reconnaissance. « Qu'y a-t-il, ma belle ?» demanda Valérie, mais Luna s'était déjà tournée vers l'arrière-salle, ses pas déterminés et sûrs. Le moment était venu, et quoi que ce soit qui allait naître dans leur monde montagnard tranquille révélerait bientôt si le malaise grandissant de Valérie n'avait été que l'imagination d'une femme trop longtemps seule, ou quelque chose de bien plus profond que 15 chiots ordinaires. Les contractions commencèrent à l'aube, tirant Luna d'un sommeil agité avec de doux gémissements qui mirent instantanément Valérie en alerte. Elle s'était assoupie dans le fauteuil à bascule à côté de la zone de mise-bas préparée, son corps à l'écoute des rythmes de la montagne et des besoins de sa fidèle compagne. La première lumière pâle d'octobre filtrait à travers les fenêtres de la maison lorsque Luna se leva prudemment et se dirigea vers la caisse en bois de mise-bas avec une détermination résolue. « C'est l'heure, n'est-ce pas, ma belle ?» murmura Valérie, posant sa tasse de café pour s'agenouiller à côté de la caisse. Elle avait aidé à des naissances à la ferme pendant sa jeunesse dans la vallée, à l'époque où sa famille élevait du bétail, et elle comprenait la nature sacrée de la mise au monde. La caisse en bois elle-même portait cette histoire, des planches de pin usées par la grand-mère de Jean, qu'il avait utilisées pendant des décennies pour aider les chiennes de ferme à mettre bas leur portée en toute sécurité. Luna tourna 2 fois dans la caisse, sa respiration devenant plus laborieuse à mesure que les contractions s'intensifiaient. C'était une chienne forte et saine de 5 ans, bien nourrie et soignée, sans raison de s'attendre à des complications. Pourtant, quelque chose dans son comportement frappa Valérie comme étant inhabituel. Pas l'arpentage agité normal du travail, mais une vigilance qui suggérait qu'elle écoutait des sons au-delà de l'ouïe humaine. La trousse vétérinaire d'urgence était prête sur l'étagère voisine. Des serviettes propres, une solution antiseptique, des ciseaux pour couper les cordons ombilicaux, et les fournitures de base que Jean avait rassemblées pour les situations où l'aide professionnelle était à des heures de route. Valérie rapprocha le fauteuil à bascule et s'installa pour fournir la compagnie silencieuse qui avait toujours été son rôle dans de tels moments. Le premier chiot arriva juste après 6 heures du matin. Alors que la lumière dorée du soleil touchait les sommets de l'est, visible à travers les fenêtres de la maison. Luna travaillait avec l'efficacité concentrée d'un instinct sain, nettoyant le nouveau-né et le guidant vers la chaleur. Mais même à ce premier instant, Valérie sentit un frémissement de malaise qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Le chiot était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, robuste et bien formé, avec un pelage qui semblait exceptionnellement sombre pour un berger allemand. Pas la coloration typique marron et feu de Luna, ni le noir uni qui apparaissait parfois dans la race, mais quelque chose de plus profond, une obscurité brillante qui semblait absorber la lumière du matin plutôt que de la réfléchir. « Bonjour, petit » chuchota Valérie, observant les mouvements étonnamment coordonnés du nouveau-né. La plupart des chiots naissent impuissants et aveugles,
incapable de faire plus que téter et dormir pendant leur première semaine de vie. Celui-ci se déplaçait avec une intention qui semblait avancée pour une créature de quelques heures. Le deuxième chiot suivit 20 minutes plus tard, arborant le même pelage sombre saisissant et une vigueur inhabituelle. Luna s'occupa des deux avec un soin méthodique, mais Valérie remarqua quelque chose de différent dans le comportement de la chienne. Au lieu du soulagement épuisé que la plupart des mères montrent entre les naissances, Luna restait alerte. Ses oreilles étaient dressées, comme si elle surveillait la forêt au-delà des murs de la maison. En milieu de matinée, 6 chiots avaient rejoint le monde, chacun identique dans sa couleur de minuit et sa taille remarquable. Valérie se surprit à compter obsessionnellement, se souvenant de la prédiction de l'échographie du docteur. Lefèvre de 15. La trousse vétérinaire semblait soudainement inadéquate pour des circonstances qui s'écartaient des paramètres normaux à chaque nouvelle arrivée. Le 7e chiot apporta le premier signe indéniable que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Lorsque Valérie se pencha pour examiner le nouveau-né, elle vit que ses yeux étaient déjà ouverts, un développement qui ne devrait pas se produire avant au moins 10 jours. Les yeux eux-mêmes ne ressemblaient à aucun de ceux qu'elle avait vus chez des chiens domestiques, dorés, intenses, et détenant une conscience qui appartenait à des animaux beaucoup plus âgés. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Mais la preuve reposait, tétant paisiblement contre le ventre de Luna. Les oreilles du chiot, au lieu d'être repliées à plat contre sa tête, étaient déjà alertes et correctement formées. Ces mouvements montraient une coordination qui défiait tout ce qu'elle savait sur le développement des nouveau-nés. Les 8e au 12e chiots arrivèrent tout au long de l'après-midi, chacun remettant en question la compréhension de Valérie d'une naissance canine normale. Leurs cris étaient différents des gémissements typiques des chiots, plus aigus, plus mélodieux, portant des tons qui semblaient presque conversationnels. Luna répondait à ces sons par de doux grondements dans sa poitrine, comme si elle engageait un dialogue avec sa progéniture impossible. Valérie se surprit à tout documenter dans un carnet qu'elle gardait pour les observations inhabituelles, bien qu'elle doutât que quiconque croirait ce qu'elle enregistrait. Le développement accéléré des chiots continua tout au long de la journée. Le soir, ils se déplaçaient avec une grâce fluide, leurs minuscules griffes montrant déjà la définition acérée qu'elle associait aux félins chasseurs plutôt qu'aux chiens domestiques. Les 13e et 14e chiots émergèrent alors que l'obscurité s'installait sur la montagne. Leurs naissances furent accompagnées de sons provenant de la forêt que Luna semblait reconnaître, mais que Valérie ne pouvait identifier. Pas tout à fait des hurlements, pas tout à fait des cris, mais des vocalisations qui semblaient accueillir les nouveaux venus dans un monde plus vaste que les murs en bois de la maison. Le dernier chiot arriva à 21h43, complétant la portée exactement comme le docteur. Lefèvre l'avait prédit. Mais alors que Luna nettoyait ce dernier nouveau-né, Valérie confronta enfin ce que son esprit rationnel avait rejeté toute la journée. Ce n'étaient pas des chiots, dans aucun sens significatif du terme. La confirmation vint lorsque le dernier arrivé leva sa petite tête et la regarda directement avec des yeux dorés qui contenaient une intelligence qu'aucun chien domestique ne possédait. La structure faciale de la créature, bien que petite et non développée, montrait les traits distinctifs d'un prédateur félin, une architecture osseuse délicate, des oreilles triangulaires déjà correctement positionnées, et des moustaches visibles comme de fines lignes blanches sur une fourrure sombre. Lorsque l'un des plus grands nouveau-nés étira une minuscule patte, Valérie vit des griffes rétractiles qui brillaient comme des aiguilles d'ivoire. Aucun chien au monde ne possédait de griffes rétractiles. Quoique Luna ait mis au monde, il n'était pas membre de la famille des canidés. « Mon Dieu !» chuchota TL, se laissant retomber dans le fauteuil à bascule avec des mains tremblantes. « Que diable êtes-vous » Luna la regarda avec une expression qui semblait contenir à la fois des excuses et une explication, comme si le berger allemand comprenait l'impossibilité de ce qui s'était produit, et demandait de la compréhension plutôt qu'un jugement. Les yeux de la chienne reflétaient une intelligence qui transcendait la conscience animale normale, suggérant qu'elle était aussi surprise par ces développements que Valérie elle-même. Les 15 nouveau-nés où elle ne pouvait plus prétendre qu'ils étaient des chiots s'installèrent pour téter paisiblement, leurs étranges cris se calmant en doux ronronnements qui appartenaient définitivement à la famille féline plutôt que canine. Luna se détendit pour la première fois depuis le début du travail, mais ses oreilles restaient alertes au son au-delà de la perception de Valérie. Alors que minuit approchait, Valérie prit une décision qui définirait tout ce qui suivrait. Elle ne dirait à personne ce qui s'était passé dans sa maison cette nuit-là. Quelles que soient ces créatures, d'où qu'elles viennent, elles étaient maintenant sa responsabilité. Le monde était plein de gens qui les verraient comme des curiosités, des menaces ou des opportunités d'exploitation, mais elle les voyait d'abord comme les enfants de Luna et ensuite comme des mystères. La trousse vétérinaire sur l'étagère semblait soudainement hors de propos,
conçu pour des problèmes qui existaient dans des paramètres normaux. Ce dont elle était témoin sortait de toutes les catégories que son expérience l'avait préparée à gérer. Pourtant, la preuve était indéniable. 15 oursons noirs tétant une berger allemand, leurs yeux dorés reflétant une intelligence qui n'appartenait à aucun animal domestique qu'elle ait jamais connu. Elle éteignit la lumière du plafond et se réinstalla dans le fauteuil à bascule pour ce qu'elle savait être une nuit blanche à veiller sur cette famille impossible. Dehors, le vent d'octobre portait des sons qui auraient pu être des bruits ordinaires de la forêt, ou qui auraient pu être toute autre chose. Des voix anciennes accueillant 15 nouveaux mystères dans un monde qui allait se révéler bien plus étrange qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'aube arriva avec la douce lumière grise qui filtrait à travers les nuages d'octobre, apportant avec elle la réalisation déroutante que les naissances impossibles de la nuit précédente n'avaient pas été un rêve. Valérie se réveilla dans le fauteuil à bascule de Jean, le coup raide d'une nuit inconfortable de surveillance vigilante, pour trouver 15 paires d'yeux dorés suivant ses mouvements avec une intelligence troublante. Elle attrapa le bâton de marche sculpté à la main de Jean, son poids familier lui procurant un réconfort qui semblait essentiel dans un monde soudainement devenu mystérieux. Le bâton de chêne avait soutenu son mari lors d'innombrables inspections forestières pendant ses jours de garde, et maintenant il la stabilisait alors qu'elle s'approchait de la caisse en bois pour évaluer ce que la lumière du jour révélerait sur ses protégés impossibles. « Bonjour », chuchota T.L., bien que s'adresser à des créatures qui ne devraient pas comprendre le langage humain sembla à la fois naturel et absurde. Pourtant, quelque chose dans leur regard collectif suggérait une compréhension qui transcendait la conscience animale normale. Les oursons avaient visiblement grandi pendant la nuit, un développement qui défiait tout ce qu'elle savait sur les taux de croissance des mammifères. Ceux qui avaient été des nouveau-nés de la taille d'une paume approchaient maintenant la taille de chatons d'un mois, leurs mouvements coordonnés d'une manière qui appartenait à des animaux beaucoup plus âgés. Leur pelage de minuit avait développé une qualité lustrée qui semblait scintiller de sa propre lumière intérieure. Luna leva la tête en guise de salutation, la queue battant faiblement alors que l'épuisement de l'allaitement d'une portée aussi exigeante se faisait sentir. L'état du berger allemand était devenu la principale préoccupation de Valérie. Elle perdait du poids malgré une augmentation de ses rations, et son pelage commençait à perdre l'éclat sain qui avait toujours marqué sa vitalité. Valérie se dirigea vers la cuisine pour préparer le café, ayant besoin du rituel familier pour ancrer ses pensées tout en traitant ce dont elle avait été témoin. Pendant que l'eau chauffait, elle se surprit à fixer la forêt au-delà de sa fenêtre, se demandant quelle force s'était déplacée dans l'obscurité pour créer de telles impossibilités dans sa tranquille maison de montagne. Son premier instinct fut la recherche. Elle s'installa au vieux bureau de Jean avec son ordinateur portable, reconnaissante de la connexion Internet par satellite qui maintenait son lien avec le monde extérieur. Les recherches commencèrent simplement, race de chiens inhabituels, portées nombreuses, développement accéléré des chiots. Les résultats montraient des informations canines standards qui n'expliquaient rien de ce qui occupait son arrière-salle. Devenant plus spécifique, elle chercha hybride chien-chat et croisement impossible. Les articles scientifiques étaient sans ambiguïté. Les vrais hybrides entre chien et chat étaient génétiquement impossibles en raison de la divergence évolutive et de l'incompatibilité chromosomique. Pourtant, les preuves qui étaient dans sa maison suggéraient le contraire. Un petit cri provenant de la zone de Misbah interrompit ses recherches. Elle y retourna pour trouver l'un des oursons tentant de sortir de la caisse, ses minuscules griffes s'agrippant au bord en bois avec une force qui semblait remarquable pour sa taille. La créature se déplaçait avec la grâce fluide d'un grimpeur naturel plutôt qu'avec les tâtonnements maladroits d'un chiot nouveau-né. « Oh non, petit » dit-elle doucement, remettant l'ourson en sécurité. Au moment où ses mains entrèrent en contact, elle sentit une chaleur qui semblait supérieure à la température corporelle normale, comme si le four interne de la créature brûlait plus intensément que celui des mammifères ordinaires. L'ourson se réinstalla contre le ventre de Luna, mais pas avant de lever les yeux vers Valérie avec ce qui semblait être de la gratitude. La matinée passa en cycles alternés de recherche et d'observation, chaque activité renforçant sa certitude croissante que les explications normales ne pouvaient rendre compte de ce qui se passait dans sa maison. À midi, les oursons avaient démontré des capacités qu'aucun manuel vétérinaire ne décrivait, grimper sur des surfaces verticales, se déplacer avec une coordination silencieuse, et afficher une acuité visuelle qui suggérait qu'ils pouvaient voir clairement dans des conditions qui auraient dû laisser des nouveau-nés impuissants. Le bruit d'un moteur de camion peinant à monter la route de montagne vers 2 heures de l'après-midi plongea Valérie dans une légère panique. Elle ferma rapidement l'ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre avant, reconnaissant le vieux Renault 4 de Pierre Martin naviguant dans le dernier virage vers son allée. Son timing n'aurait pas pu être pire. Pierre était son plus proche voisin et l'ami de longue date de Jean,
un ingénieur des mines à la retraite dont les visites périodiques étaient motivées par une véritable préoccupation pour son bien-être. Son visage buriné et son attitude pratique avaient été une source de réconfort pendant les mois difficiles qui avaient suivi la mort de Jean. Mais aujourd'hui, son arrivée représentait une menace pour des secrets qu'elle n'était pas prête à partager. Elle ferma rapidement la porte de l'arrière-salle et rejoignit Pierre sur le perron, espérant que son sourire paraissait plus naturel qu'il ne l'était. Le bâton de marche de Jean lui fournissait à la fois un soutien physique et un réconfort psychologique alors qu'elle se préparait à naviguer des questions auxquelles elle ne pouvait répondre honnêtement. « Bonjour, Valérie, dit Pierre, retirant sa casquette de baseball délavée avec la courtoisie qui marquait sa génération. Je pensais venir voir comment tu te débrouilles avant que le mauvais temps du week-end n'arrive. La radio annonce de la neige précoce. C'est gentil de ta part, Pierre. Je vais bien. Juste occupé avec les préparatifs. Elle fit un geste vers le tas de bois que Jean avait commencé et qu'elle avait progressivement agrandi, espérant détourner son attention vers des préoccupations banales. Les traits burinés de Pierre montraient le genre d'attention qui vient de décennies à lire les gens dans des circonstances difficiles. Et Luna, elle a eu ses chiots. La dernière fois qu'on a parlé, tu m'as dit qu'elle approchait du terme. Valérie sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais elle garda sa voix stable. Oui, la nuit dernière. Tout s'est bien passé, mais ils sont encore très jeunes. Luna est très protectrice. Elle ne laisse personne s'approcher. La demi-vérité sortit plus facilement que prévu, contenant assez d'honnêteté pour paraître crédible. C'est normal pour les nouvelles mères, acquiesça Pierre. Combien dans la portée ? 15, répondit-elle immédiatement, se demandant si elle aurait dû choisir un nombre moins remarquable. Les sourcils de Pierre se haussèrent de surprise. 15 ? C'est une sacrée portée, même pour un berger. Tu devrais peut-être appeler le docteur. Lefebvre. S'assurer que Luna peut gérer l'allaitement de tant de petits. Parfois, les plus petits ont du mal dans les grandes portées. J'y penserai certainement, acquiesça Valérie, bien qu'appeler le vétérinaire fût la dernière chose qu'elle avait l'intention de faire. J'apprécie ta sollicitude. Ils discutèrent encore quelques minutes de la météo et des préparatifs pour l'hiver, mais Valérie avait du mal à se concentrer. De l'intérieur de la maison provenaient de faibles sons des vocalisations inhabituelles des oursons, et elle se surprit à parler plus fort que nécessaire pour masquer le bruit qui n'appartenait à aucun chiot ordinaire. Pierre remarqua sa distraction. « Tout va bien, Valérie ? Tu as l'air un peu sur les nerfs aujourd'hui. »« Juste fatiguée, dit-elle rapidement. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière avec la mise bas et tout. Tu sais ce que c'est. » Après le départ de Pierre, promettant de revenir plus tard dans la semaine avec du bois de chauffage, Valérie retourna dans l'arrière-salle pour trouver que plusieurs oursons étaient sortis de la caisse et exploraient les environs immédiats avec une curiosité qui dépassait de loin leur âge supposé. L'un avait réussi à atteindre les vieilles bottes de chasse de Jean dans le coin, tandis qu'un autre examinait le pied d'un tabouret en bois avec une attention concentrée. « Ce n'est pas normal, n'est-ce pas, Luna ?» demanda-t-elle, et le berger allemand la regarda avec des yeux qui semblaient reconnaître l'évidence de la litote. Les besoins alimentaires des oursons devinrent une préoccupation pressante au fil de la journée. Luna paraissait de plus en plus épuisée par l'allaitement d'une portée aussi exigeante, et l'appétit des oursons devenait plus fréquent et urgent. Lorsque Valérie essaya de leur offrir du lait maternisé pour chiots en complément, les oursons le rejetèrent immédiatement, leur petit visage montrant un déplaisir distinct. Sur une impulsion, elle essaya de leur offrir de petits morceaux de viande hachée crue qu'elle avait fait décongeler pour le dîner. La réponse des oursons fut immédiate et enthousiaste. Leur dent déjà acérée déchiquetant la viande avec une habileté qui appartenait à des carnivores plutôt qu'à des chiens omnivores. Leur comportement alimentaire était précis, efficace, et totalement différent de la tétée maladroite qu'elle attendait de nouveau-né. « Qu'est-ce que je vais dire aux gens ?» demanda-t-elle à Luna en regardant la scène impossible. « Comment vais-je expliquer tout ça sans avoir l'air complètement folle ?» La réponse de Luna fut de se rapprocher et de poser sa tête contre le genou de Valérie, un geste de confiance et de camaraderie qui ressemblait à la fois à un réconfort et à une responsabilité. La présence stable du berger allemand comblait le fossé entre le monde familier des animaux domestiques et le royaume mystérieux que ces oursons semblaient habiter. À l'approche du soir, Valérie se réinstalla dans le fauteuil à bascule avec le bâton de marche de Jean sur ses genoux, prête pour une autre nuit de veille sur des protégés qui remettaient en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde naturel. Dehors, la forêt semblait plus vivante que d'habitude,
remplis de sons qui auraient pu être le vent dans les arbres ou toute autre chose. Des voix anciennes accueillant 15 nouveaux mystères dans une réalité bien plus étrange qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Au troisième matin, l'ancienne boussole de Jean avait commencé sa folle rotation, l'aiguille de laiton tournant sans fin comme si le nord magnétique avait cessé d'exister. Valérie tenait l'héritage familial dans ses mains burinées, observant sa recherche désespérée de direction, tandis que 15 oursons impossibles étaient une berger allemand qui avait, d'une manière ou d'une autre, donné naissance à des créatures qui défiaient les lois de la nature. La boussole avait appartenu au grand-père de Jean, guidant 3 générations d'hommes de la montagne à travers le massif central avec une précision inébranlable. Elle n'avait jamais échoué, jamais hésité, jamais montré autre chose qu'une fiabilité constante. Maintenant, elle tournait comme un jouet d'enfant, son aiguille incapable de trouver un point d'ancrage dans un monde où l'impossible avait élu domicile dans son arrière-salle. Le taux de croissance des oursons s'était accéléré au-delà de tout ce que Valérie pouvait rationaliser. En 3 jours, ils avaient atteint la taille de chatons d'1 mois, leurs traits se développant avec une clarté qui ne laissait aucun doute sur leur véritable nature. Les caractéristiques félines étaient indubitables, oreilles pointues, proportions gracieuses, griffes rétractiles, et ses yeux dorés troublants qui semblaient tout suivre avec une intelligence de prédateur. L'état de Luna était devenu critique. Le berger allemand perdait du poids à un rythme alarmant malgré une consommation 2 fois supérieure à ses portions normales, son pelage brillant devenant terne alors qu'elle luttait pour nourrir 15 rejetons à la croissance rapide qui exigeait des ressources qu'aucune portée ordinaire ne nécessitait. Des cernes sombres s'étaient formées sous ses yeux, et ses mouvements montraient l'épuisement d'une mère poussée au-delà des limites normales. « Je sais, ma belle », chuchota Valérie, passant ses mains dans la fourrure clairsemée de Luna. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions en nous préparant pour des chiots. La percée est venue lorsque le désespoir a poussé Valérie à explorer des sections des journaux en cuir de sa grand-mère qu'elle avait précédemment rejetées comme de l'excentricité de personnes âgées. Passé les entrées pratiques sur les conditions météorologiques et la planification du jardin se trouvaient des pages écrites à l'encre passée qui parlaient de chats d'ombre et de gardiens de la montagne avec une certitude factuelle qui avait toujours intrigué la famille. Une entrée datée de septembre 1923 fit trembler les mains de Valérie en la lisant, « Les chats d'ombre reviennent lorsque la montagne fait face à un grand danger. » Le vieil Georges Durand m'a dit que cela arriverait avant de passer dans le monde des esprits. Son grand-père l'a vu une fois lorsque la compagnie minière a essayé de dynamiter les pierres sacrées près du ruisseau de l'Ours. Un chien fidèle, choisi par les esprits anciens, a donné naissance à des gardiens qui n'étaient pas du tout des chiens. Les gens disaient que c'était impossible, mais impossible ne veut pas dire faux. La montagne se souvient de ce que nous choisissons d'oublier, et elle se protège par des méthodes que nous ne comprenons pas. Valérie lut le passage 3 fois. L'écriture précise de sa grand-mère se brouillant alors que les implications s'abattaient sur elle comme un poids. Cela s'était déjà produit, il y a près d'1 siècle. Une autre naissance impossible avait eu lieu lorsque des intérêts industriels menaçaient les lieux sacrés des montagnes. Les oursons n'étaient pas une anomalie. Ils faisaient partie d'un schéma qui remontait à des générations. Elle passa l'après-midi à faire des recherches sur les légendes locales de la montagne, trouvant des références éparpillées dans des documents historiques et des études anthropologiques. Les traditions orales de la région parlaient d'esprits gardiens qui prenaient forme physique en temps de crise environnementale. Les histoires décrivaient des panthères d'ombre qui apparaissaient lorsque les sites sacrés faisaient face à la destruction. Des créatures qui existaient entre les mondes spirituels et physiques pour défendre ce que les systèmes juridiques ne pouvaient protéger. Le comportement des oursons soutenait ces anciens récits. Ils avaient commencé à démontrer une conscience qui s'étendait bien au-delà des murs de la maison, leur tête se tournant à l'unisson vers des sons ou des mouvements que Valérie ne pouvait détecter. Leur attention collective se concentrait sur les fenêtres donnant sur la forêt, suivant des présences qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'ils reconnaissaient clairement. Plus troublant encore était leur apparente reconnaissance de son rôle dans leur protection. Ils avaient commencé à répondre à sa présence avec ce qui ne pouvait être appelé que de la reconnaissance, leurs yeux dorés suivant ses mouvements avec une intelligence qui semblait à la fois ancienne et intentionnelle. Quand elle entrait dans leur chambre, 15 têtes se tournaient vers elle avec une attention synchronisée qui ressemblait à une évaluation plutôt qu'à une simple reconnaissance animale. Ce soir-là, Luna fit quelque chose qui transforma la compréhension de Valérie de toute la situation. Le berger allemand se dirigea vers la porte de la cuisine et regarda Valérie avec une urgence indubitable, puis se déplaça vers l'endroit où la veste de chasse de Jean était suspendue à sa patère en bois. Elle renifla le tissu, gémit doucement, puis revint regarder Valérie avec une expression qui semblait contenir une communication complexe. « Tu veux sortir » demanda Valérie. «
Mais la réponse de Luna indiquait quelque chose de plus significatif que des besoins de base. La chienne retourna dans l'arrière-salle, prit délicatement l'un des plus grands oursons dans sa gueule, et revint à la porte de la cuisine avec une intention claire. La compréhension vint lentement. Luna voulait emmener les oursons dehors, non pas pour des raisons ordinaires, mais pour quelque chose qui semblait cérémoniel, important au-delà du comportement animal normal. Contre son meilleur jugement, Valérie ouvrit la porte et suivit Luna dans la soirée d'octobre, l'ancienne boussole tournant follement dans la poche de sa veste. Luna transporta l'ourson jusqu'à la lisière de la forêt, à environ 50 mètres de la maison, où le clair de lune filtrait à travers les trembles dans une petite clairière naturelle. Elle déposa soigneusement l'ourson sur le sol et recula comme si elle présentait une offrande à des forces cachées dans l'obscurité. Ce qui se passa ensuite resterait gravé dans la mémoire de Valérie avec une clarté cristalline. L'ourson, âgé d'à peine 3 jours, leva sa petite tête vers la pleine lune et émit un son qui transcendait la vocalisation animale normale. Mi-ronronnement, mi-hurlement, entièrement d'un autre monde. L'appel semblait résonner à travers la montagne elle-même. La forêt répondit immédiatement. Tous les bruits nocturnes cessèrent. Pas de vent dans les feuilles, pas d'insectes appelant, pas de petites créatures se déplaçant dans le sous-bois. La montagne retenait son souffle, écoutant. Puis, de quelque part au fond de l'obscurité, vint un appel en réponse qui n'appartenait définitivement à aucun animal que Valérie reconnaissait. Ancien, puissant et accueillant, il semblait reconnaître l'arrivée de l'ourson dans ce monde. Luna récupéra l'ourson et retourna à la maison, sa mission apparemment accomplie. Alors qu'il retraversait la clairière au clair de lune, Valérie remarqua que la boussole de Jean avait cessé de tourner et pointait maintenant fermement vers l'endroit où la cérémonie avait eu lieu. Le lendemain matin amena le retour de Pierre Martin, et cette fois, son inquiétude avait des contours plus nets. « Valérie, j'ai pensé à la portée de Luna, dit-il sans ses amabilités habituelles. 15 chiots, c'est déjà assez inhabituel, mais je n'ai pas entendu de bruit de chiots normaux venant de chez toi. D'habitude, on peut entendre une grande portée d'assez loin, surtout quand ils ont faim. » Valérie sentit ses explications soigneusement construites commencer à s'effilocher. « Ce sont des chiots remarquablement calmes, dit-elle faiblement. Des tempéraments très bien élevés. » Le visage buriné de Pierre montrait le scepticisme de quelqu'un qui avait aidé à suffisamment de naissances à la ferme pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas. « Ça te dérange si je jette un coup d'œil ? Je m'y connais assez en élevage pour savoir si Luna a besoin d'aide. Si elle a du mal avec cette grande portée, on devrait faire appel à une aide professionnelle. » Le moment que Valérie redoutait était arrivé. Elle ne pouvait pas garder les oursons cachés indéfiniment, et l'inquiétude de Pierre était sincère et persistante. Mais révéler la vérité signifiait reconnaître quelque chose qui défiait tout ce que les gens rationnels croyaient sur le monde naturel. « Pierre, dit-elle prudemment, choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un marchant sur de la glace fine. Ce que je vais te montrer va être difficile à comprendre. J'ai besoin que tu me promettes de garder l'esprit ouvert et de te souvenir que certaines choses existent au-delà de notre expérience normale. » Son expression devint sérieuse. L'inquiétude désinvolte d'un voisin se transformant en quelque chose de plus concentré. « Valérie, tu commences à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe exactement ici ? » Elle le conduisit à travers la maison vers l'arrière-salle, où Luna gisait entourée de ses 15 protégés. Les oursons avaient encore grandi pendant la nuit, leur trait félin désormais indubitable pour quiconque avait des yeux pour voir. Pierre s'arrêta net dans l'embrasure de la porte, son visage passant par la confusion, l'incrédulité, et quelque chose approchant l'émerveillement. « Ce ne sont pas des chiots, dit-il doucement, sa voix portant le ton de quelqu'un dont la vision du monde s'ajustait pour accommoder de nouvelles possibilités. « Non, » acquiesça Valérie, sentant un soulagement l'envahir en partageant enfin la vérité. « Ce n'en sont pas. » Pierre étudia les oursons un long moment, son esprit d'ingénieur luttant clairement pour traiter des preuves qui défiaient l'explication logique. Finalement, il regarda Valérie avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Depuis combien de temps tu sais ? » « Depuis le moment où ils sont nés, » admit-elle. « Pierre, je sais que ça semble impossible, mais je pense que quelque chose d'important se passe ici. Quelque chose lié aux vieilles histoires sur cette montagne et les forces qui la protègent. » À sa grande surprise, Pierre hocha lentement la tête, ses traits burinés montrant la reconnaissance plutôt que le rejet. « Mon grand-père racontait des histoires, » dit-il pensivement. Des choses qu'il prétendait avoir vues pendant ses jours dans les mines, dans les années 20. J'ai toujours pensé que c'était des histoires à dormir debout destinées à divertir les petits-enfants,
mais maintenant. Il fit un geste vers les oursons qui le regardaient avec un intérêt collectif. Maintenant, je ne suis plus si sûr de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Le soulagement de partager son secret d'impossible avec quelqu'un qui pouvait l'accepter sans rejet immédiat était immense. Mais cela soulevait aussi de nouvelles questions qui semblaient à la fois urgentes et dangereuses. Si Pierre pouvait reconnaître le surnaturel, qui d'autre pourrait avoir besoin de savoir? Et plus important encore, quelle responsabilité venait avec la protection de créatures qui semblaient exister en dehors de l'ordre normal de la nature? Comme si elle sentait le changement dans leurs circonstances, Luna leva les yeux vers les deux humains avec une expression qui semblait suggérer que les vrais défis ne faisaient que commencer. Dehors, le vent d'octobre portait des sons qui auraient pu être une activité forestière ordinaire ou la montagne elle-même respirant, consciente que ses gardiens avaient été découverts et devenaient plus forts chaque jour. La radio d'urgence crépita à 3 heures du matin, tirant Valérie d'un sommeil agité avec une explosion de parasites et un son impossible, ce qui semblait être des voix parlant dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue, accompagné d'un tapotement rythmique qui ne correspondait à aucun code morse qu'elle connaissait. Elle chercha à tâtons le contrôle du volume, mais la transmission mystérieuse s'évanouit aussi vite qu'elle avait commencé, ne laissant que le doux ronronnement des oursons de la pièce adjacente. Pierre était revenu le lendemain avec une expression différente de son inquiétude habituelle. Ses mains burinées portaient un thermos de café et un dossier en manille épais de documents photocopiés qui semblaient avoir été stockés dans le grenier de quelqu'un pendant des décennies. « J'ai passé toute la nuit à fouiller dans les papiers de son grand-père, dit-il, s'installant dans la vieille chaise de Jean à la table de la cuisine. Des papiers que je n'avais pas regardés depuis qu'on a vidé sa maison il y a 20 ans. Valérie, il y a plus dans cette montagne que ce que nous pensions. » Il étala les documents sur la table, des cartes dessinées à la main, des entrées de journal à l'encre passée, et ce qui semblait être des rapports officiels de prospection minière du début des années 1900. Une carte montrait l'emplacement de la maison de Valérie marquée d'un symbole qui ressemblait de manière troublante à une panthère stylisée. Mon grand-père faisait partie d'une équipe de prospection en 1924, expliqua Pierre, montrant une photographie jaunie de 6 hommes en tenue de mineurs. Ils avaient été engagés par Développement Minier des Combrailles pour évaluer toute cette crête à la recherche de gisements de cuivre. Mais selon ces notes, ils ont trouvé tout autre chose. La documentation brossait le tableau d'une prospection qui avait commencé de manière routinière et s'était terminée dans le mystère. L'équipe avait découvert une série de formations de grottes naturelles contenant ce que les rapports décrivaient comme des gisements minéraux inhabituels et des arrangements de pierres géométriques suggérant une origine non naturelle. Plus intriguant encore, ils avaient documenté plusieurs rencontres avec des comportements animaliers qui défiaient toute explication. « Regarde cette entrée », dit Pierre, glissant une page de journal vers Valérie. 15 septembre 1924. Le guide local, Georges Durand, a refusé d'entrer dans le système de grotte aujourd'hui. Il prétend que les pierres sont sacrées et que les déranger amènera les gardiens de l'ombre. On s'est moqué de sa superstition jusqu'à ce qu'on trouve les traces. Des empreintes de félins de la taille d'assiette, mais aucun félin adulte de cette région ne devrait être aussi grand. Mitchell jure avoir vu des yeux dorés nous observer depuis la forêt, mais aucun animal quand nous avons enquêté. Valérie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le matin d'octobre. Les parallèles entre l'expérience du grand-père de Pierre et sa situation actuelle étaient trop spécifiques pour être une coïncidence. Qu'est-il arrivé à la prospection? C'est là que ça devient intéressant, dit Pierre, feuilletant d'autres pages. L'équipe devait passer 6 semaines à cartographier les gisements minéraux, mais ils ont remballé et sont partis après 2 semaines. Le rapport final à la compagnie minière était bref. Ils ont affirmé que le terrain était impropre à une extraction à grande échelle et ont recommandé de ne pas poursuivre le développement. Mais regarde ça. Il lui montra une page qui avait été arrachée du rapport officiel et conservée séparément. L'écriture était différente, plus personnelle. Nous ne pouvons pas recommander le développement de ce site. Les formations rocheuses semblent faire partie d'un système plus vaste qui sert des objectifs que nous ne comprenons pas. Le comportement de la faune suggère des facteurs environnementaux qui pourraient s'avérer dangereux pour une installation permanente. Certaines choses sont mieux laissées intactes. Les oursons avaient visiblement grandi même depuis la première visite de Pierre, atteignant maintenant la taille de jeunes chats domestiques. Leurs mouvements étaient devenus de plus en plus fluides et coordonnés, et leur vocalisation plus complexe. Ils avaient commencé à démontrer des capacités que Luna ne possédait certainement pas, grimper sur des surfaces verticales avec aisance, disparaître dans les ombres avec une complétude déconcertante, et montrer une vision nocturne qui leur permettait de naviguer dans la maison dans l'obscurité complète.
Le rétablissement de Luna avait été remarquable une fois que Valérie avait commencé à compléter l'alimentation des oursons avec de la viande crue. L'énergie du berger allemand était revenue, bien que son comportement restât protecteur et alerte. Elle avait pris l'habitude de se positionner entre les oursons et tout visiteur, une posture qui suggérait qu'elle comprenait le besoin de secret mieux qu'aucun chien ordinaire ne le devrait. « Pierre », dit Valérie, étudiant les documents étalés sur sa table. « Penses-tu que les oursons sont liés à ce que l'équipe de prospection de ton grand-père a rencontré ? » « Je pense, » dit Pierre lentement, « que cette montagne essaie de se protéger depuis très longtemps, et je pense que Luna a été choisie pour l'aider à le faire. » La conversation fut interrompue par des sons inhabituels provenant de l'arrière-salle. Pas le ronronnement normal des oursons, mais quelque chose qui ressemblait presque à une conversation. Valérie et Pierre se déplacèrent silencieusement vers l'embrasure de la porte et trouvèrent les oursons disposés en cercle, la tête levée les uns vers les autres dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une réunion. Les sons qu'ils produisaient portaient des intonations complexes, montant et descendant selon des schémas qui suggéraient un sens au-delà de la simple communication. « Ils parlent », chuchota Pierre, et Valérie ne put contester son évaluation. Comme s'ils étaient conscients de leur observation, les oursons se tournèrent à l'unisson pour regarder les deux humains. Leurs yeux dorés contenaient une intelligence qui semblait ancienne malgré leurs quelques jours de vie, et leur regard collectif ressemblait à une évaluation plutôt qu'à une simple reconnaissance. Cet après-midi-là, alors que Pierre aida Valérie à renforcer l'enclos des oursons, ils furent interrompus par le bruit d'hélicoptères passant au-dessus. Deux appareils volèrent bas au-dessus de la crête, encerclant la zone générale avant de se diriger vers la limite de la forêt domaniale. La réaction des oursons fut immédiate et spectaculaire. Ils se figèrent en parfaite synchronisation, la tête levée et les oreilles dressées avec une attention concentrée qui appartenait à des prédateurs chevronnés, pas à de jeunes animaux d'une semaine. « Hélicoptère de prospection », dit Pierre d'un air sombre, regardant les appareils disparaître derrière la crête voisine. Le même type que les compagnies minières utilisent pour l'évaluation géologique. Luna s'était déplacée vers la fenêtre, son corps tendu d'une alerte protectrice. Les oursons se rassemblèrent autour d'elle, leur attention collective concentrée sur la direction que les hélicoptères avaient prise. Pendant plusieurs minutes après que le son se soit estompé, ils restèrent immobiles, comme s'ils écoutaient des communications au-delà de la perception humaine. La radio d'urgence crépita de nouveau ce soir-là, captant cette fois des fragments de ce qui ressemblait à des échanges radio entre des équipes au sol et des appareils. Les signaux venaient par rafales, trop fragmentés pour être compris clairement. Mais Valérie surprit des références à des anomalies géologiques et à une évaluation d'impact environnemental. « Ils reviennent », dit-elle à Pierre alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, le ronronnement inhabituel des oursons créant une bande sonore à leur conversation. « Quoi que l'équipe de ton grand-père ait trouvé en 1924, quelqu'un d'autre le sait maintenant. » Pierre hocha la tête, son visage reflétant le même mélange d'émerveillement et d'inquiétude qui avait été le compagnon constant de Valérie depuis les naissances. La question est de savoir s'ils connaissent déjà l'existence des gardiens. Comme pour répondre à ces mots, le plus grand des oursons, celui que Valérie avait commencé à considérer comme le chef, entra dans la cuisine et s'assit directement devant eux. Ses yeux dorés se déplaçaient entre les deux humains avec une intelligence indubitable, et quand il ouvrit la bouche, le son qui en sortit n'était certainement pas un miaulement ou un aboiement, mais quelque chose qui ressemblait presque à un discours. « Je crois, » dit Valérie doucement, « qu'ils comprennent plus que nous ne le réalisons. » L'ourson maintint le contact visuel un instant de plus, puis retourna auprès de ses frères et sœurs, laissant Valérie et Pierre avec la certitude croissante que ce qui se passait sur leur montagne était sur le point de devenir beaucoup plus compliqué. Dehors, la nuit d'octobre portait des sons qui auraient pu être une activité forestière ordinaire, ou la montagne elle-même se préparant à quelque chose qui mettrait à l'épreuve le lien entre les gardiens humains et leurs protégés impossibles. Docteur. Sandrine Moreau arriva un jeudi matin frais, sa vieille Renault naviguant sur la route de montagne avec l'assurance de quelqu'un habitué à atteindre des endroits reculés. Valérie avait passé 3 nuits blanches à décider de contacter ou non la biologiste de la faune. Finalement, elle avait conclu qu'elle avait besoin de l'avis d'une experte qui pourrait comprendre l'impossible sans appeler immédiatement les autorités. Pierre avait recommandé Dr. Moreau, mentionnant son travail sur les comportements animaliers inhabituels et sa réputation de discrétion dans les affaires environnementales sensibles. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'était son intérêt pour la cryptozoologie, l'étude des animaux dont l'existence est contestée ou non prouvée. « Merci d'être venu », dit Valérie en accueillant la biologiste à la porte de la maison. Dr. Moreau était plus jeune que Valérie ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans,
avec des cheveux bruns grisonnants et le regard direct de quelqu'un habitué à observer les détails que les autres manquent. L'appel de Pierre était intrigant, dit Docteur Moreau, acceptant une tasse de café et s'installant dans la chaise de Jean. Il a mentionné un comportement animal inhabituel, mais est resté délibérément vague sur les détails. D'après mon expérience, cela signifie généralement quelque chose qui vaut la peine d'être étudié. La bourse médicinale régionale avait été une découverte de Jean, trouvée dans le grenier de la maison lors de leur première rénovation hivernale. Valérie l'avait oublié jusqu'à ce que les oursons commencent à montrer des signes de détresse pendant leur phase de croissance rapide. La bourse en cuir contenait des herbes séchées que ses recherches suggéraient être des remèdes calmants traditionnels utilisés par les populations locales. Quand elle en avait dispersé de petites quantités près de la zone de couchage des oursons, leur énergie agitée s'était transformée en un contentement paisible. « Avant que je ne vous montre quoi que ce soit, dit Valérie prudemment, j'ai besoin de savoir que vous aborderez cela avec une objectivité scientifique plutôt qu'avec des hypothèses prédéterminées sur ce qui est possible. » Docteur Moreau sourit. J'ai passé ma carrière à étudier des comportements animaliers qui défient la compréhension conventionnelle. Je suis plus intéressé par les preuves que par les explications qui correspondent aux théories existantes. Valérie la conduisit à l'arrière-salle, où les oursons étaient engagés dans ce qui était devenu leur routine matinale, une série complexe de mouvements qui ressemblaient à un jeu, mais qui portaient la structure d'un rituel. Ils se déplaçaient en schéma coordonné, leurs actions synchronisées d'une manière qui suggérait une communication au-delà de l'interaction animale normale. Docteur Moreau s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son expression passant d'un intérêt professionnel à l'étonnement. « Ce ne sont définitivement pas des chiens, dit-elle doucement. »« Non, » acquiesça Valérie. « Ce n'en sont pas. » La biologiste s'approcha lentement de l'enclos, son œil exercé cataloguant les détails. « Coloration de panthère pardue, mais les proportions sont fausses pour des léopards. La structure faciale est plus cohérente avec Panthera onca, mais la progression de la taille ne correspond à aucun schéma de croissance connu. » Elle leva les yeux vers Valérie. « Quel âge avez-vous dit qu'ils avaient ? » « 1 semaine, dit Valérie. »« Docteur. » Moreau étudia les oursons pendant plusieurs minutes de plus, observant leurs mouvements coordonnés avec une fascination croissante. La complexité comportementale est extraordinaire. Le développement félin normal ne soutient pas ce niveau d'organisation sociale à cet âge. Elle fit une pause, puis posa la question que Valérie redoutait. « Qui est la mère ?» Quand Valérie amena Luna dans la pièce, le sang-froid scientifique de Docteur Moreau se fissura enfin. « Un berger allemand, dit-elle plus à elle-même qu'à Valérie. C'est biologiquement impossible. »« Je sais, dit Valérie. Mais ils sont là. » L'après-midi fut consacré à documenter tout ce que Docteur Moreau pouvait observer sans déranger les oursons. Elle photographia leurs mouvements, enregistra leur vocalisation, et prit des mesures détaillées qu'elle promit de garder confidentielles. Plus important encore, elle écouta le récit de Valérie sur la naissance et les phénomènes étranges qui l'avaient accompagnée. « J'ai entendu des histoires, dit Docteur Moreau alors qu'elle passait en revue ses premières découvertes. Des récits autochtones d'animaux esprits qui apparaissent en temps de crise environnementale. La plupart des cryptozoologistes les rejettent comme du folklore, mais la cohérence entre les différentes cultures est remarquable. » Elle montra à Valérie un dossier de recherche qu'elle avait apporté, des articles académiques sur le comportement animal anormal, des cas documentés d'hybridation impossible, et des récits locaux de gardiens spirituels prenant forme physique. Un article publié dans une revue de biologie marginale décrivait des phénomènes similaires se produisant près de sites de destruction environnementale proposés. « Il y a un schéma, expliqua Docteur Moreau. Ces événements semblent se regrouper autour de lieux où le développement industriel menace des zones considérées comme sacrées par les peuples autochtones. Les animaux qui apparaissent montrent constamment des caractéristiques surnaturelles, développement accéléré, intelligence inhabituelle, et des capacités qui dépassent les paramètres biologiques normaux. Les oursons avaient observé Docteur Moreau tout au long de sa visite avec un intérêt collectif qui allait au-delà de la simple curiosité animale. Lorsqu'elle s'agenouilla près de leur enclos pour prendre des photos, le plus grand ourson s'approcha de la barrière et plaça sa patte contre le grillage où sa main reposait de l'autre côté. Le contact sembla communiquer quelque chose qu'aucun des deux humains ne pouvait comprendre, mais l'expression de Docteur Moreau suggérait qu'elle en reconnaissait la signification. « Ils vous évaluent, dit Valérie. Ils font ça avec tous ceux qui s'approchent d'eux.
Et à quelle conclusion pensez-vous qu'il soit parvenu? Demanda Docteur Moreau. Avant que Valérie ne puisse répondre, son attention fut attirée par un mouvement à l'extérieur de la fenêtre. Une file de camions de prospection était visible sur la route de la Crête, se dirigeant vers la limite de la forêt domaniale. Les véhicules arboraient des drapeaux qui les identifiaient comme des équipes d'évaluation environnementale, mais leur présence semblait plus invasive que protectrice. La réaction des oursons fut immédiate et coordonnée. Ils se déplacèrent du côté de leur enclos le plus proche de la fenêtre, leur corps tendu d'une attention alerte. Le plus grand ourson commença une basse vocalisation que les autres reprirent, créant une harmonie qui résonna à travers les murs en bois de la maison. Ils ont senti la menace, observa Docteur Moreau. La question est de savoir si la menace est pour eux spécifiquement ou pour quelque chose de plus grand qu'ils sont censés protéger. Ce soir-là, après le départ de Docteur Moreau avec la promesse de rechercher des cas similaires et de revenir dans la semaine, Valérie et Pierre découvrirent la réponse à cette question. En vérifiant les oursons avant de se coucher, Valérie remarqua que l'ancienne boussole de Jean tournait à nouveau, mais cette fois avec un schéma différent. Au lieu d'une rotation aléatoire, elle pointait fermement vers la forêt, vers quelque chose de spécifique dans l'obscurité au-delà des arbres. « Il y a quelque chose là-dehors, dit-elle à Pierre. Quelque chose auquel les oursons sont connectés. » En suivant la direction de la boussole, ils trouvèrent un sentier qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant, à peine visible parmi les trembles. Le sentier menait plus profondément dans la forêt que l'un ou l'autre n'avait jamais exploré, serpentant entre des arbres anciens vers ce qui semblait être une clairière au loin. « On devrait attendre le jour, dit Pierre. Mais alors même qu'il parlait, il pouvait entendre les oursons appeler depuis la maison, leur voix portant une communication urgente qui semblait les guider vers l'avant. Le sentier menait à un cercle de pierres levées, chacune gravée de symboles qui prédataient toute culture locale connue. Au centre du cercle se trouvait une dépression dans la terre, remplie de ce qui semblait être de l'eau de source naturelle qui reflétait le clair de lune comme de l'obsidienne polie. La boussole pointait directement vers la pierre centrale, et autour du périmètre du cercle, des yeux dorés observaient depuis les ombres. Pas ceux des oursons, mais quelque chose de plus grand, de plus ancien, et d'infiniment plus mystérieux. Les esprits gardiens, chuchota Pierre, et Valérie sut qu'il avait raison. Quoi que les oursons devenaient, quel que soit l'ancien pacte qui le représentait, tout était centré ici, dans ce lieu sacré que les équipes de développement menaceraient bientôt. La montagne se préparait à cette confrontation depuis près d'un siècle, et la portée impossible de Luna n'était que le début de quelque chose qui exigerait bientôt tout ce que Valérie avait à donner. La carte de prospection de l'entreprise, étalée sur la table de cuisine de Valérie, racontait une histoire qui recadrait tout ce qu'elle pensait comprendre de l'arrivée des oursons. Docteur Moreau était revenu 3 jours plus tôt, le visage sombre de découverte qui rendait l'impossible inévitable. Développement minier des Combrailles, dit-elle en montrant le logo sur les documents officiels. Ils ont déposé des permis miniers préliminaires il y a 6 mois, exactement au moment où Luna aurait conçu. Le calendrier est trop précis pour être une coïncidence. Selon les rapports de prospection, l'entreprise avait l'intention d'extraire des minéraux de terre rares d'un gisement qui passait directement sous le cercle de pierres sacrées. L'opération minière nécessiterait de dynamiter le système de grottes naturelles et de détourner la source souterraine qui alimentait le bassin cérémoniel. Ils veulent détruire le cœur de la montagne, dit Pierre, étudiant les plans d'excavation proposés. Tout ce contre quoi nos grands-pères nous avaient prévenus. Mais la révélation qui transforma la compréhension de Valérie venait de la recherche de Docteur Moreau sur la génétique impossible des oursons. L'analyse en laboratoire des échantillons de fourrure qu'elle avait collectés révéla quelque chose qui défiait tous les principes de la biologie des mammifères. Le séquençage de l'ADN montre des marqueurs génétiques de plusieurs espèces, expliqua Docteur Moreau, sa formation scientifique luttant clairement avec les implications. Pas seulement du chien et de la panthère, mais des signatures génétiques qui ne correspondent à aucun animal connu. Il y a des séquences dans leur ADN qui semblent être intégrées artificiellement, comme si leur code génétique avait été conçu plutôt qu'évolué. Les échantillons avaient révélé d'autres anomalies, des taux de régénération cellulaire qui dépassaient la guérison normale par des facteurs de 10, des schémas de développement neuronal qui suggéraient des capacités de traitement de l'intelligence au-delà de la compréhension actuelle, et une efficacité métabolique qui leur permettait de tirer de l'énergie de sources autres que la nutrition conventionnelle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Valérie, bien qu'elle se doutât que la réponse remettrait encore plus en question sa vision du monde. « Je veux dire, dit Docteur
Moreau prudemment, que ces oursons représentent une impossibilité biologique qui ne peut être expliquée que par des forces au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Ils n'ont pas été conçus par une reproduction normale. Ils ont été créés. La vraie nature du rôle de Luna devint claire grâce aux entretiens de Dr. Moreau avec les anciens locaux. Le petit-fils de Georges Durand, maintenant octogénaire, attendait que quelqu'un pose les bonnes questions depuis des décennies. Mon arrière-grand-père racontait des histoires sur le pacte des gardiens, avait-il expliqué à Dr. Moreau. Lorsque la montagne fait face à la destruction, les esprits choisissent un vaisseau, toujours un compagnon fidèle, jamais un animal sauvage, pour amener les gardiens dans le monde physique. Le vaisseau donne volontairement, connaissant le sacrifice requis. Luna ne s'était accouplée avec aucune créature terrestre. Elle avait été sélectionnée par des forces anciennes comme un pont entre les royaumes spirituels et physiques. Choisie pour sa loyauté, son lien avec Valérie, et sa proximité avec les sites sacrés menacés. Les oursons étaient des gardiens spirituels incarnés. D'anciens protecteurs ayant reçu une forme physique pour défendre ce que les processus juridiques et politiques ne pouvaient protéger. C'est pour ça que la boussole tourne autour d'eux, réalisa Pierre. Ils existent partiellement en dehors de l'espace normal. Ils sont ancrés à cette dimension mais connectés à quelque chose d'autre entièrement. Les cartes de prospection de l'entreprise révélaient toute l'étendue des intentions de développement minier des Combrailles. L'opération minière était prévue en 3 phases, commençant par une excavation préliminaire qui débuterait dans les 2 semaines. La première phase seule détruirait la moitié du cercle sacré et contaminerait l'eau de la source avec des rejets industriels. Ils doivent connaître la signification spirituelle, dit Dr. Moreau en montrant des annotations en marge des relevés. Regardez ces références, anomalies géologiques nécessitant une manipulation spéciale et facteurs environnementaux nécessitant des procédures d'extraction modifiées. Ils savent qu'ils détruisent quelque chose d'important. Le développement accéléré des oursons prenait tout son sens dans ce contexte. Ils mûrissaient rapidement parce que le temps manquait. Les forces spirituelles qui les avaient créés comprenaient le calendrier de la destruction et avaient calibré la croissance de leurs gardiens pour faire face à la menace. Ce soir-là, comme s'ils sentaient la gravité de ce que les humains avaient découvert, les oursons démontrèrent des capacités qui ne laissaient aucun doute sur leur nature surnaturelle. Le plus grand ourson, celui que Valérie avait commencé à considérer comme le chef, s'approcha de la barrière de leur enclos et traversa simplement le grillage comme s'il n'était pas là. Pas par-dessus ou par-dessous, mais à travers, son corps semblant exister dans des espaces que la matière normale ne pouvait occuper. Les autres oursons suivirent, chacun passant à travers des barrières solides avec la grâce fluide de créatures non liées par la physique conventionnelle. Ils se rassemblèrent autour de Valérie, Luna, Pierre et Dr. Moreau, leurs yeux dorés reflétant une intelligence qui semblait ancienne et intentionnelle. Ils nous montrent ce qu'ils peuvent faire, dit Valérie. Ils nous préparent à ce qui vient. La révélation atteignit son apogée lorsque les oursons commencèrent à démontrer leur connexion avec la montagne elle-même. Se déplaçant comme une seule unité coordonnée, ils se disposèrent en cercle autour des humains et commencèrent à vocaliser en harmonie. Le son qu'ils créèrent résonna à travers la structure en bois de la maison. Et soudain, Valérie put ressentir ce qu'il ressentait, la détresse de la montagne, la menace approchant comme une blessure sur le point de s'ouvrir, et la détermination de forces plus anciennes que la civilisation humaine à empêcher cette destruction. Mon Dieu, chuchota Dr. Moreau. Ce ne sont pas seulement des gardiens. Ils sont la voix de la montagne rendue manifeste. Le cercle de pierre sacrée n'était pas seulement un site cérémoniel. C'était un point focal pour les énergies spirituelles qui maintenaient l'équilibre de tout l'écosystème. La source souterraine n'était pas simplement de l'eau, mais un conduit pour les forces qui soutenaient la vie dans toute la région. Développement minier des Combrailles ne prévoyait pas seulement d'extraire des minéraux. Il prévoyait de couper des connexions qui existaient depuis des millénaires. Les esprits n'avaient pas créé les oursons pour combattre l'opération minière, réalisa Valérie. Ils les avaient créés pour sauver l'âme de la montagne. Le rétablissement de Luna prenait maintenant tout son sens. Son rôle de vaisseau avait été accompli avec succès, et sa santé revenait en signe de la gratitude des esprits. Mais son comportement protecteur envers les oursons continuait parce qu'elle comprenait leur importance d'une manière qui transcendait les instincts canins normaux. Alors que la soirée s'approfondissait, Valérie se trouva face à un choix qui définirait tout ce qui suivrait. Les oursons avaient besoin de protection pendant qu'ils achevaient leur maturation.
mais le calendrier de l'entreprise signifiait que cette protection nécessiterait bientôt une confrontation directe avec des forces qui ne voyaient la montagne que comme une ressource à exploiter. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-elle à Dr. Moreau. Selon les permis, l'entreprise commence la préparation du site lundi matin, fut la réponse. 4 jours. 4 jours pour se préparer à une confrontation entre d'anciens gardiens spirituels et le pouvoir des entreprises modernes. 4 jours pour protéger des créatures qui existaient partiellement en dehors de la réalité normale. 4 jours pour sauver une montagne qui s'était protégée par des gardiens depuis plus longtemps que la mémoire humaine ne pouvait se souvenir. Les oursons levèrent les yeux vers Valérie avec des yeux dorés qui semblaient contenir à la fois confiance et attente. Ils avaient été créés dans ce but, mais ils étaient encore jeunes, développant encore les capacités dont ils auraient besoin pour la tâche à venir. La question était de savoir si elle, Pierre, Dr. Moreau et Luna pouvaient leur fournir suffisamment de protection et de conseils pour les voir atteindre leur pleine puissance. Dehors, le vent d'octobre portait des sons qui auraient pu être des machines approchant, ou la montagne elle-même respirant, consciente que ses gardiens étaient presque prêts, et que ses ennemis se mettaient déjà en mouvement. Le cercle de pierre sacrée révéla toute sa puissance le dimanche soir, quelques heures seulement avant que Développement Minier des Combrailles ne commence son assaut sur la montagne. Valérie se tenait au bord de l'ancienne formation, regardant les oursons se disposer autour de la source centrale avec la précision d'un rituel accompli d'innombrables fois à travers les siècles. Les oursons avaient atteint la taille de jeunes panthères. Leurs mouvements fluides et puissants, leurs yeux dorés détenant une intelligence qui semblait englober non seulement leur brève vie, mais des générations de gardiennage. Ils se positionnèrent sur des pierres spécifiques, chacune correspondant à ce que Dr. Moreau avait identifié comme des directions cardinales, des marqueurs saisonniers et des alignements célestes qui reliaient le cercle à des schémas cosmiques plus larges. Ils savent exactement ce qu'ils font, chuchota Dr. Moreau depuis sa position au bord du cercle. Elle avait passé le week-end à tout documenter, créant un enregistrement d'événements qui serait soit rejeté comme une fiction élaborée, soit reconnu comme la preuve que le monde contenait des mystères que la science commençait à peine à comprendre. Luna était couchée près de la source centrale, son rôle de vaisseau terminé, mais son instinct protecteur toujours fort. La présence du berger allemand semblait ancrer les oursons au monde physique, les empêchant de glisser entièrement dans la dimension spirituelle qui les avait créés. Pierre était revenu du village avec des nouvelles troublantes. Le convoi de l'entreprise se rassemble sur la route forestière, rapporta Théil. 12 véhicules, y compris du matériel d'excavation et ce qui ressemble à une sécurité privée. Il prévoit de commencer à l'aube. La réponse des oursons à cette information fut immédiate. Le plus grand, le chef que Valérie avait commencé à appeler gardien, leva la tête vers la menace approchante et émit un son qui était à la fois un rugissement, un chant, et entièrement d'un autre monde. Les autres oursons répondirent en harmonie, leur voix créant des résonances qui semblaient réveiller quelque chose de profond au sein de la montagne elle-même. Ils appellent à l'aide, réalisa Valérie. Pas de nous, mais de ceux qui les a créés. La réponse vint alors que l'obscurité s'installait sur la forêt. Des yeux dorés apparurent parmi les arbres, non pas des reflets, mais des sources de lumière qui se déplaçaient avec intention et intelligence. Les gardiens adultes, les entités spirituelles qui avaient protégé cette montagne pendant des générations, répondaient à leur progéniture nouvellement incarnée. Combien y en a-t-il ? Demanda Dr. Moreau, sa voix à peine audible. J'en compte au moins 20, répondit Pierre, bien que les lumières semblassent se déplacer et se multiplier d'une manière qui rendait un décompte précis impossible. Peut-être plus. Les oursons avaient terminé leur préparation. Ils se déplacèrent des pierres pour former un cercle de protection autour de la source, leur corps prêt pour une action qui sauverait leur sol sacré ou les verrait mourir pour sa défense. Mais Valérie pouvait voir qu'ils étaient encore jeunes, développant encore les capacités dont ils auraient besoin pour la confrontation à venir. Ils ont besoin de plus de temps, dit-elle à Pierre. Peut-être une autre semaine pour atteindre leur pleine force. Du temps que nous n'avons pas, répondit Pierre sombrement. L'entreprise commence à creuser au lever du soleil. La solution vint d'une source inattendue. Dr. Moreau avait été en contact avec des groupes environnementaux tout le week-end, partageant des versions soigneusement éditées de ses découvertes. Le comportement inhabituel de la faune et la présence d'espèces non documentées fournissaient des bases légales pour des ordonnances de protection de l'environnement d'urgence. J'ai travaillé avec France Nature Environnement et l'Association pour le patrimoine montagnard, expliqua-t-elle.
Si nous pouvons documenter l'existence des oursons et leur lien avec ce site, nous pouvons obtenir une injonction temporaire pour arrêter l'opération minière. Mais la documentation signifiait l'exposition, et l'exposition signifiait mettre le monde extérieur en contact avec des mystères qu'ils n'étaient pas préparés à comprendre. Les oursons semblaient reconnaître ce dilemme. Gardien s'approcha directement de Valérie, ses yeux dorés rencontrant les siens avec une communication indubitable. À cet instant de contact, Valérie ressentit quelque chose au-delà de la sensation normale. Elle sentit la perspective de la montagne, des millénaires de cycles saisonniers, des générations de faune, la lente danse du changement géologique, et la récente intrusion violente du développement industriel. Elle sentit le but du gardien, non seulement protéger les sites sacrés, mais maintenir l'équilibre entre le progrès humain et l'harmonie naturelle. Ils sont prêts à se révéler, dit-elle aux autres. Mais seulement si nous pouvons garantir leur protection par la suite. La nuit devint une série de réparations minutieuses et de décisions difficiles. Docteur Moreau prépara une documentation qui établirait les oursons comme une espèce inconnue nécessitant une protection immédiate. Pierre a coordonné avec les anciens locaux pour fournir un contexte historique sur la signification spirituelle du site. Valérie se prépara à passer d'une femme de montagne privée à une avocate publique pour des forces que la plupart des gens rejetteraient comme impossibles. Les oursons démontrèrent des capacités qui allaient bientôt choquer la communauté scientifique. Ils montrèrent à Dr. Moreau comment ils pouvaient manipuler leur densité physique, se déplaçant à travers la matière solide si nécessaire, mais maintenant une interaction normale avec leur environnement quand ils le souhaitaient. Ils affichèrent une communication télépathique non seulement entre eux, mais avec les gardiens adultes qui observaient toujours depuis la forêt. Plus remarquable encore, ils lui montrèrent leur lien avec l'écosystème de la montagne. Lorsque Gardien plaça sa patte dans la source sacrée, l'eau commença à briller d'une bioluminescence qui révéla le réseau souterrain reliant ce site aux sources, ruisseaux et nappes phréatiques de toute la région. Les oursons ne protégeaient pas seulement un cercle cérémoniel. Ils protégeaient le système hydrique qui soutenait la vie sur des centaines de kilomètres carrés. Cela change tout, dit Dr. Moreau, documentant le phénomène. Si l'entreprise détruit ce site, ils contamineront les sources d'eau pour les communautés de toute la vallée. À l'approche de l'aube, les dernières pièces de leur stratégie désespérée se mirent en place. Des avocats spécialisés en environnement se tenaient prêts avec des injonctions d'urgence. Des contacts médias étaient prêts à documenter tout ce qui se passerait au cercle sacré. Des représentants locaux se déplaçaient de 3 régions pour témoigner de l'importance culturelle du site. Mais le comportement des oursons suggérait qu'ils se préparaient à quelque chose de plus direct que des batailles juridiques. Ils se déplacèrent à travers des séquences d'entraînement qui ressemblaient à une coordination pour une confrontation physique. Leurs mouvements démontrant des compétences de combat qu'aucun animal de leur âge ne devrait posséder. Ils sont prêts à défendre cet endroit, dit Valérie, regardant Gardien mener les autres à travers ce qui ne pouvait être décrit que comme des exercices militaires. La question est de savoir si nous sommes prêts à les soutenir. Le bruit de la machinerie lourde qui démarrait résonna à travers la forêt juste au moment où le ciel oriental commençait à s'éclaircir. Développement minier des Combrailles commençait son opération exactement à l'heure, ignorant qu'ils allaient rencontrer une opposition qui existait en dehors de toutes les catégories pour lesquelles leurs équipes de sécurité avaient été formées. Luna se leva de sa position près de la source et regarda Valérie avec une expression qui réussissait à transmettre à la fois détermination et adieu. Le berger allemand comprenait que ce qui allait se passer changerait tout, et elle était prête à faire face à toutes les conséquences qui suivraient. Les oursons se disposèrent en formation autour du cercle sacré. Leurs yeux dorés reflétant les premiers rayons du lever du soleil. Ils avaient grandi autant qu'ils le pouvaient dans le temps imparti, développé leurs capacités aussi loin que possible compte tenu des contraintes. Maintenant, ils allaient découvrir si la protection spirituelle pouvait l'emporter sur la détermination industrielle. « Êtes-vous prêts » sembla demander Gardien à Valérie, son regard la fixant avec une intensité qui ressemblait à un pacte scellé. « Nous sommes prêts, répondit-elle, parlant pour elle-même, Pierre, Dr. Moreau, Luna et la montagne elle-même. Quoi qu'il arrive ensuite, cela déterminerait non seulement le sort de 15 oursons impossibles, mais l'équilibre entre la sagesse ancienne et le progrès moderne qui définirait l'avenir de la montagne pour les générations à venir. Le bruit des bulldozers approchant se fit plus fort, et au loin, Valérie pouvait voir les premiers véhicules de l'entreprise se frayer un chemin sur la route forestière. La confrontation qui couvait depuis près d'un siècle était sur le point de commencer, et elle se retrouvait au centre de force qui allait bientôt tester tout ce qu'elle croyait sur le possible, le sacré et le prix de la protection.
Le premier bulldozer atteignit le bord du bosquet sacré à 6h47, son moteur diesel brisant le silence de la montagne comme une déclaration de guerre. Valérie se tenait au périmètre du cercle de pierre, son pistolet lance-fusée chargé et prêt, regardant la machine de tête avancer à travers la forêt avec une indifférence mécanique aux arbres anciens qui tombaient sur son passage. La réponse des oursons fut instantanée et coordonnée. Les 15 gardiens se levèrent de leur position autour du cercle, leur corps se transformant de manière à défier la physique normale. Ils semblaient grandir, leur forme devenant moins solide et plus lumineuse jusqu'à ce qu'ils apparaissent autant esprit que chair. La lumière dorée émanant de leurs yeux s'intensifia, projetant des ombres qui se déplaçaient indépendamment de leur source. « Bordel !» souffla le conducteur du bulldozer, sa voix se portant clairement dans l'air matinal alors que sa machine s'arrêtait en grinçant. « C'est quoi ces trucs ?» L'équipe de sécurité de l'entreprise s'était entraînée pour des manifestants écologistes, des militants locaux et des rencontres avec la faune. Ils ne s'étaient pas entraînés pour des gardiens surnaturels dont la seule présence faisait émettre à leur équipement radio des fréquences d'un autre monde et faisait tourner follement leur système GPS avant de tomber en panne complète. Gardien, le plus grand des oursons, s'avança du cercle et fixa son regard sur le bulldozer de tête. Le moteur de la machine commença à tousser, ses systèmes hydrauliques fuyant un fluide qui scintillait d'une iridescence impossible. Le conducteur essaya de redémarrer le moteur 3 fois avant d'abandonner son poste et de se replier vers le convoi. « Contrôle, ici site 1, » vint une voix crépitante à la radio. « Nous avons une situation ici. Des animaux inconnus bloquent l'accès à la zone cible. Demandons un renfort immédiat. » Docteur. Moreau se déplaça à sa position préparée derrière l'une des plus grandes pierres levées. Son équipement photo documentant tout tandis que sa radio d'urgence émettait sur des fréquences qu'elle avait convenues avec les groupes environnementaux. « Ici docteur. Moreau sur le site protégé, transmit elle. Développement minier des Combrailles procède à l'excavation malgré la présence d'espèces en danger. Nous avons besoin d'une réponse médiatique et juridique immédiate. » La réponse de l'entreprise fut rapide et écrasante. En quelques minutes, 3 véhicules supplémentaires arrivèrent, transportant des superviseurs qui ne s'attendaient manifestement pas à une opposition de source que leurs études d'impact environnemental n'avaient pas prévue. Un homme en costume chair sortit du véhicule de tête, son expression passant de l'agacement à la confusion en observant la scène. « Je suis le directeur Chevalier de développement minier des Combrailles », annonça-t-il à l'aide d'un mégaphone portable. « Ceci est une propriété privée sous permis légal d'extraction de minéraux. Vous êtes en infraction sur un site minier actif. » Valérie s'avança, sa confiance burinée par la montagne contrastant vivement avec son autorité d'entreprise. « C'est un sol sacré protégé par les lois environnementales nationales, » répondit-elle, sa voix se portant clairement sans amplification. Ces animaux représentent une espèce non documentée jusqu'à présent qui nécessite une protection immédiate. La réponse de directeur Chevalier fut de faire signe à son équipe de sécurité de se diriger vers le cercle de pierre, croyant apparemment que l'évacuation des manifestants humains résoudrait son problème surnaturel. La réaction des oursons à l'approche d'hommes armés fut à la fois belle et terrifiante. Ils se déplacèrent comme une seule entité coordonnée, leur forme devenant translucide alors qu'ils fluaient entre les pierres comme une ombre liquide. Lorsque le personnel de sécurité tenta de dépasser le périmètre du cercle, ils se trouvèrent incapables de continuer, non pas bloqués par des barrières physiques, mais simplement incapables d'avancer, comme si l'espace au-delà des pierres existait dans une dimension différente. « Quelle sorte de technologie est-ce » exigea directeur Chevalier, son sang-froid d'entreprise se fissurant alors qu'il regardait son équipe de sécurité lutter contre une résistance invisible. Une sorte de système de dissuasion sonique ? Pierre émergea de sa position dissimulée près de la lisière de la forêt, ses mains burinées portant des documents qui représentaient des décennies de savoir familial. « Aucune technologie, dit-il calmement. Juste la montagne qui se protège comme elle l'a toujours fait. » Le pistolet lance-fusée dans les mains de Valérie semblait à la fois inadéquat et symboliquement parfait alors qu'elle observait la confrontation surnaturelle se dérouler. Les oursons avaient démontré qu'ils pouvaient défendre leur sol sacré, mais la réponse de l'entreprise s'intensifiait au-delà de ce que même des gardiens spirituels pourraient être capables de gérer pacifiquement. Ici la Fondation juridique France Nature Environnement, vint la transmission radio de Dr. Moreau. Nous avons des preuves documentées de violation des lois environnementales nationales et demandons une mesure d'injonction immédiate. La protection des espèces prime sur les permis miniers.
Le visage de directeur Chevalier montrait la frustration d'un homme dont l'opération industrielle simple s'était empêtrée dans des forces que son MBA ne l'avait pas préparé à gérer. Il parla de toute urgence dans son téléphone satellite, se coordonnant vraisemblablement avec le siège de l'entreprise et les équipes juridiques. Les oursons maintinrent leur formation de protection autour du cercle de pierre, leur capacité surnaturelle créant une barrière qu'aucune force conventionnelle ne pouvait franchir. Mais Valérie pouvait voir la tension dans leurs mouvements coordonnés. Ils étaient encore jeunes, en plein développement, et maintenir leur posture défensive contre ce niveau de pression industrielle drainait leur énergie. Luna se déplaça de sa position près de la source centrale pour se tenir à côté de Valérie. La présence du berger allemand, comblant le fossé entre le banal et le mystique. Sa loyauté envers ses responsabilités humaines et de gardienne les avait amenés à ce moment, et son courage constant serait nécessaire pour tout ce qui suivrait. Le bruit d'hélicoptères approchant ajouta de l'urgence à une situation déjà tendue. Les renforts de directeur Chevalier arrivaient par les airs, apportant un équipement plus lourd et vraisemblablement plus de personnel formé pour faire face à des obstacles non conventionnels. Mais les moteurs des hélicoptères commencèrent à connaître les mêmes dysfonctionnements mystérieux qui avaient affecté les bulldozers, fluctuations de puissance, panne de navigation et interférences radio qui suggéraient que l'influence des gardiens s'étendait au-delà du cercle de pierre immédiat. Ils ne peuvent pas atterrir, observa Pierre, regardant les appareils lutter pour maintenir des schémas de vol stables. Les oursons protègent toute la zone. Le soleil matinal monta plus haut, projetant des ombres qui semblaient se déplacer indépendamment de leur source, tandis que la confrontation entre la protection ancienne et la puissance industrielle moderne atteignait un crescendo qui déterminerait le sort de la montagne. Valérie serra le pistolet lance-fusée, sachant que le signal qu'il enverrait pourrait être le seul moyen d'alerter le monde extérieur de ce qui se passait dans ce bosquet sacré et isolé. Les oursons la regardèrent avec des yeux dorés qui contenaient à la fois détermination et confiance, attendant son signal pour soit intensifier leur défense, soit tenter une dernière résolution pacifique. Le choix lui appartiendrait, et quoi qu'elle décide, cela résonnerait à travers la montagne pour les générations à venir. La fusée d'urgence décrivit un arc au-dessus du cercle de pierre comme une prière cramoisie, sa lumière brillante traversant les ombres matinales alors qu'elle montait vers le ciel troublé. Valérie observa sa trajectoire avec la satisfaction de quelqu'un qui venait d'envoyer un message qu'il serait impossible d'ignorer. Le signal qui attirerait l'attention des médias, les avocats de l'environnement, et la surveillance de l'État sur cette confrontation montagnarde isolée. Les oursons répondirent à la fusée comme si c'était un cri de guerre. Leurs capacités surnaturelles atteignirent leur pleine manifestation alors qu'ils canalisaient l'énergie spirituelle de la montagne à travers les pierres sacrées. L'air autour du cercle commença à scintiller d'une distorsion de chaleur qui n'avait rien à voir avec la température, et les anciens symboles gravés dans les pierres levées commencèrent à briller de la même lumière dorée qui émanait des yeux des gardiens. Le sang-froid de directeur Chevalier se brisa finalement complètement. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» cria-t-il dans son téléphone satellite. « J'ai besoin d'un soutien de l'État. Nous avons une sorte d'arme terroriste qui crée des interférences électromagnétiques. » Mais la démonstration de puissance des oursons allait au-delà de la simple interférence. Gardien s'avança au centre du cercle de pierre et posa ses pattes sur le collier de Luna. Le simple collier en cuir qui était devenu un pont entre les mondes naturels et surnaturels. Le moment de contact créa une résonance qui se propagea depuis la source sacrée, suivant les canaux d'eau souterrains et les lignes telluriques jusqu'à ce que la montagne elle-même semble se réveiller. Chaque pièce d'équipement mécanique du convoi de l'entreprise se mit à mal fonctionner simultanément. Les moteurs se bloquèrent, les systèmes hydrauliques tombèrent en panne, et les composants électroniques étincelèrent de surcharge qui défiaient tout dépannage. La force d'invasion de l'entreprise se retrouva bloquée avec des millions de dollars de machines inutiles et aucune explication que leur compagnie d'assurance n'accepterait. Ils ne défendent pas seulement ce cercle, réalisa Dr. Moreau, documentant la sphère d'influence en expansion. Ils protègent tout le bassin versant. Les hélicoptères qui avaient lutté pour atterrir furent contraints de se replier à des distances plus sûres alors que leur système de navigation tombait complètement en panne. Mais leurs caméras enregistraient toujours, et Valérie savait que les images de gardiens surnaturels protégeant un sol sacré atteindraient bientôt un public bien au-delà des montagnes du Massif central. La révélation de la vraie nature des oursons atteignit son apogée lorsque les gardiens adultes émergèrent de la forêt. 21 panthères adultes se matérialisèrent des ombres et de la brume matinale, leurs yeux dorés reflétant une intelligence qui s'étendait sur des siècles. Ils se disposèrent autour du périmètre extérieur du cercle de pierre, créant une barrière vivante qu'aucune force humaine ne pouvait franchir. « Mon Dieu » chuchota directeur Chevalier,
Son mégaphone oubliait alors qu'il fixait des créatures qui existaient en dehors de toutes les catégories que sa vision du monde d'entreprise pouvait accommoder. Ils sont réels. Les gardiens adultes n'étaient pas entièrement physiques. Ils chatoyaient entre substance et esprit. Leur forme assez solide pour bloquer l'accès, mais assez translucide pour révéler leur nature surnaturelle. Ils protégeaient cette montagne depuis des générations, apparaissant chaque fois que les menaces dépassaient ce que les processus juridiques et politiques pouvaient gérer. Le rôle de Luna dans le protocole spirituel atteignit son apogée alors qu'elle se déplaçait pour se tenir entre les défenseurs humains et les gardiens adultes. Son collier, symbole de domesticité et de partenariat humain, devint le point focal de la communication entre les espèces, les royaumes et les manières de comprendre le monde. Elle traduit, réalisa Valérie, observant les mouvements prudents de Luna entre les groupes. Elle les aide à se comprendre. L'équipe de sécurité de l'entreprise s'était repliée sur ses véhicules, ne voulant pas affronter des forces surnaturelles que leur formation ne les avait pas préparés à gérer. Mais leur présence n'était plus la menace principale. Le signal de la fusée amenait des renforts des deux côtés. Des militants écologistes, des équipes de médias et des agents de l'État convergeaient vers la montagne, tandis que le siège de l'entreprise mobilisait sans aucun doute des ressources juridiques et politiques pour sauver son opération minière. Ici France Info, vint une voix sur la radio d'urgence de Dr. Moreau. Nous avons des hélicoptères en route vers vos coordonnées. Pouvez-vous confirmer les rapports d'espèces animales inconnues? Confirmé, répondit Dr. Moreau. Plusieurs félidés non documentés démontrant un comportement protecteur sur un site sacré. Protocole de protection de l'environnement en vigueur. Les capacités surnaturelles des oursons atteignirent leur apogée alors qu'ils canalisaient l'énergie spirituelle de la montagne pour envoyer un message qui transcendait les barrières des espèces. Gardien leva la tête vers le ciel troublé et émit un son qui était à la fois un rugissement, un chant, et entièrement d'un autre monde. La vocalisation se propagea à travers la vallée, atteignant des communautés qui n'avaient jamais entendu de tels sons auparavant. Mais elle atteignit aussi quelque chose d'autre. La partie de la conscience humaine qui se souvenait du temps où les gens et les animaux partageaient des liens plus profonds. Quand les montagnes étaient reconnues comme des entités vivantes méritant protection. Quand les choses impossibles étaient acceptées comme des parties naturelles d'un plus grand mystère. Le téléphone satellite de directeur Chevalier transmettait en direct au siège de développement minier des Combrailles, où les dirigeants luttaient sans aucun doute pour expliquer comment une opération minière de routine était devenue une confrontation surnaturelle avec des implications médiatiques mondiales. Les images de 15 oursons panthères défendant un sol sacré contre des machines industrielles allaient bientôt devenir un contenu viral, remettant en question les hypothèses de chacun sur ce qui était possible. La résolution ne vint pas par la violence, mais par la révélation. Alors que les équipes de presse établissaient leur position autour du bosquet sacré, les oursons démontrèrent leur véritable but. Ils n'étaient pas des armes de guerre environnementale. Ils étaient des enseignants, montrant à l'humanité ce qui se passait lorsque la sagesse ancienne affrontait le pouvoir destructeur moderne. Les gardiens adultes commencèrent à s'estomper dans la forêt, leur présence protectrice n'étant plus nécessaire maintenant que le monde regardait. Mais avant de disparaître complètement, la plus grande des entités spirituelles s'approcha directement de Valérie, ses yeux dorés rencontrant les siens avec une reconnaissance indubitable. À cet instant de contact, elle comprit toute la portée de ce qui avait été accompli. Les oursons continueraient de grandir, de protéger, mais ils ne porteraient plus le fardeau seuls. La montagne avait trouvé des alliés humains qui comprenaient que certaines choses avaient plus de valeur que l'extraction de minéraux, plus d'importance que les profits des entreprises. Le collier de Luna capta la lumière du matin alors qu'elle levait les yeux vers Valérie avec une expression qui contenait à la fois satisfaction et dévotion continue. Son rôle de vaisseau avait été accompli avec succès, mais son rôle de pont entre les mondes continuerait tant que les gardiens auraient besoin de la compréhension humaine. Repli, ordonna finalement directeur Chevalier à son personnel restant, son autorité d'entreprise sapée par des forces qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter ou contrôler. Nous nous retirons en attendant une évaluation plus approfondie. Les oursons se réinstallèrent en formation pacifique autour de la source sacrée, leur manifestation surnaturelle s'apaisant maintenant que la menace immédiate avait été neutralisée. Mais leurs yeux dorés restaient alertes, vigilants, prêts à répondre à tous les défis qui viendraient alors que le monde extérieur apprendrait leur existence. Le printemps arriva tôt sur la montagne, et avec lui le son des marteaux et des scies alors que les ouvriers finissaient d'installer le panneau en bois sculpté à la main qui marquerait cet endroit pour les générations à venir. Valérie se tenait à côté du cercle de pierre sacrée, regardant les artisans positionner la planche de pin vieilli qui disait « Réserve de la montagne sacrée »,
site du patrimoine faunique et spirituel protégé. Les mots étaient simples, mais ils représentaient une victoire qui avait transformé non seulement sa montagne, mais sa compréhension de ce qui était possible lorsque la sagesse ancienne affrontait le pouvoir destructeur moderne. Les oursons, maintenant de magnifiques jeunes panthères approchant de leur taille adulte, se déplaçaient dans leur territoire élargi avec la grâce confiante de créatures qui avaient trouvé leur but dans le monde. 6 mois de croissance et d'entraînement les avaient transformés de nouveau-nés impossibles en gardiens dont la seule présence semblait émaner de l'esprit protecteur de la montagne. Ils patrouillaient des frontières qui s'étendaient bien au-delà du cercle de pierres originales, leurs yeux dorés alertent aux menaces visibles et invisibles. Gardien, le chef qui avait le premier démontré leur capacité surnaturelle, s'approcha de Valérie avec le mouvement fluide qui lui coupait encore le souffle. Le pelage de la jeune panthère avait des profondeurs de noir qui semblaient contenir la lumière des étoiles, et quand elle la regarda avec ses yeux anciens, elle sentit le poids de la responsabilité qui accompagnait le fait d'être choisie comme protectrice de mystères que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Luna se reposait à son endroit préféré près de la source sacrée, sa santé entièrement rétablie et son rôle dans la protection de la montagne honoré en permanence. Le berger allemand était devenu une sorte de légende parmi les chercheurs, les journalistes et les pèlerins spirituels qui visitaient la réserve. Les enfants en particulier étaient attirés par sa présence douce, sentant d'une manière ou d'une autre que cette chienne d'apparence ordinaire avait été le vaisseau d'un miracle extraordinaire. Les papiers de reconnaissance de l'État sont arrivés ce matin, annonça Dr. Moreau, s'approchant de la station de recherche qui occupait maintenant une distance respectueuse des sites sacrés. Son visage montrait la satisfaction de quelqu'un dont le travail de toute une vie avait atteint une validation au-delà de ses espoirs les plus fous. L'ensemble du bassin versant est protégé à la fois par les lois sur l'environnement et la liberté de culte. La Cour suprême a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs à l'unanimité. La victoire juridique avait nécessité une coordination entre des avocats constitutionnels, des représentants locaux, des groupes environnementaux et des chercheurs en conscience qui avaient élaboré des protections reconnaissant que certains lieux avaient une importance au-delà de l'évaluation économique. Les capacités documentées des oursons avaient créé de nouvelles catégories de protection de la faune, établissant des précédents qui reconnaissaient la protection comme un comportement animal légitime méritant un soutien de l'État. Pierre émergea du sentier forestier, son visage buriné montrant une fierté qui semblait englober des générations de liens de sa famille avec cette terre. À 73 ans, il était devenu l'historien officieux de la réserve, partageant des histoires sur la signification spirituelle de la montagne avec les visiteurs qui venaient chercher une connexion à des forces plus grandes qu'eux. Le conseil local a approuvé les plans du centre culturel, rapporta Pierre, s'asseyant sur le banc en bois que Jean avait construit il y a des années à côté de la source. La construction commence le mois prochain sur le site de l'ancienne route minière. Les visiteurs apprendront les traditions avant de monter voir les gardiens. La transformation avait dépassé toutes les attentes. L'existence des oursons avait attiré l'attention du monde entier, mais la montagne avait en quelque sorte filtré cette attention, attirant ceux qui venaient avec respect, tout en décourageant ceux dont les motivations étaient exploitantes ou sensationnalistes. La réserve était devenue une destination pour les familles enseignant à leurs enfants le mystère, les chercheurs étudiant la conscience, et les gens cherchant simplement la preuve que le monde naturel contenait des merveilles qui valaient la peine d'être protégées. Valérie s'installa dans son fauteuil à bascule, maintenant positionné en permanence à côté de la source sacrée, où elle passait ses soirées à regarder les oursons accomplir leur rituel quotidien. Le fauteuil faisait face à l'ouest, vers les sommets où Jean avait dispersé les cendres de son grand-père des décennies auparavant, et où elle prévoyait de reposer les siennes un jour, lorsque son rôle de gardienne passerait à quelqu'un de plus jeune. « Je ne m'attendais jamais à devenir la porte-parole de l'impossible, dit-elle à Dr. Moreau alors qu'elle regardait les oursons démontrer leur capacité de voyage dans l'ombre à un groupe de visiteurs respectueux. Jean disait toujours que la montagne choisissait ses propres protecteurs, mais je pensais qu'il parlait en termes métaphoriques. Le rétablissement de Luna avait été complet, bien que son comportement restât protecteur à la fois des oursons et des humains qui montraient la révérence appropriée pour les sites sacrés. Le berger allemand avait développé une capacité étonnante à évaluer les intentions des visiteurs, guidant les personnes appropriées vers une compréhension plus profonde tout en ramenant ceux aux motivations néfastes vers le parking sans conflit. La station de recherche fonctionnait selon des protocoles qui équilibraient l'enquête scientifique et le respect spirituel. Dr. Moreau avait assemblé une équipe de biologistes, d'anthropologues et de chercheurs en conscience qui abordaient les capacités des oursons avec un esprit ouvert et une méthodologie prudente. Leurs articles publiés créaient de nouveaux domaines d'études qui jetaient un pont entre la science objective et l'expérience spirituelle subjective, changeant la façon dont les universitaires pensaient la relation entre l'esprit et la matière.
Les oursons avaient établi un réseau de territoire dans toute la chaîne de montagnes. Leur présence créant une influence protectrice qui s'étendait bien au-delà du cercle de pierre original. Ils se déplaçaient entre les dimensions avec la grâce fluide de créatures non liées par la physique conventionnelle, apparaissant en cas de besoin et s'effaçant dans le mystère lorsque leur travail immédiat était terminé. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur la réserve, Valérie se surprit à réfléchir à la profondeur avec laquelle sa vie de montagne tranquille avait changé. La femme privée, qui ne cherchait autrefois que la solitude et une routine simple, était devenue un pont entre les mondes, prenant la parole lors de conférences sur la protection de l'environnement et témoignant devant le Parlement sur la nécessité de reconnaître les relations spirituelles avec la Terre. Les oursons se rassemblèrent autour de son fauteuil dans leur rituel du soir, leur ronronnement créant des harmonies qui semblaient résonner à travers les fondations de pierre de la montagne. Chacun avait développé des traits de personnalité distincts tout en maintenant leur objectif collectif. Certains montraient une affinité particulière pour les enfants, d'autres pour les chercheurs, d'autres encore pour les anciens locaux qui venaient maintenir les liens cérémoniels avec le site. Merci, chuchota Valérie à Luna, aux oursons, et à la montagne elle-même. Des mots qui portaient la gratitude pour des dons impossibles. Pour le privilège d'être témoin du mystère rendu manifeste, et pour la responsabilité de protéger des merveilles qui reliaient la terre au ciel, le passé au futur, les cœurs humains aux rythmes éternels du monde naturel. Le panneau en bois capta les derniers rayons du soleil, ces lettres gravées déclarant une protection qui durerait longtemps après que les générations actuelles seraient passées dans la mémoire. Mais le véritable monument à ce qui avait été accompli vivait dans les yeux dorés de 15 gardiens qui avaient choisi de rendre l'impossible possible, et dans la connaissance que certaines choses étaient trop sacrées pour être abandonnées à ceux qui ne mesuraient le monde qu'en termes d'extraction et de profit. Alors que le crépuscule s'installait sur la réserve protégée, Valérie trouva la paix dans des sons qui lui étaient devenus aussi familiers que son propre battement de cœur. Les douces conversations des oursons planifiant leur patrouille nocturne, le bruissement des gardiens adultes se déplaçant dans les ombres, et le rythme doux de la respiration de Luna alors qu'elle se reposait à côté de la source qui reliait tous les êtres vivants au cœur ancien de la montagne. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux visiteurs, de nouvelles questions sur la façon dont l'impossible était devenu réalité dans ce sanctuaire isolé du Massif central. Mais ce soir, sous des étoiles qui semblaient plus brillantes depuis l'arrivée des gardiens, Valérie s'assit simplement à côté des eaux sacrées, et s'émerveilla de la façon dont la protection et le mystère pouvaient prévaloir lorsque les gens choisissaient l'émerveillement plutôt que l'exploitation, la protection plutôt que la consommation, et l'éternel plutôt que le simplement rentable.